Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue. Quelles sont les mesures plébiscitées par les Français en matière d'immigration? Sont-ils favorables à la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension? Comment juge-t-il l'action du gouvernement dans ce domaine? Erwan Lestroux nous donnera les résultats du dernier sondage Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro. La France se donne-t-elle les moyens de résister à la poussée salafiste aujourd'hui? C'est la question que se pose dans son dernier livre l'ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense Pierre Conessa. Pendant plusieurs mois, il a enquêté sur l'ampleur de la menace, du séparatisme au terrorisme. Il l'affirme aujourd'hui, la question de l'islamisme radical en France est loin d'être réglée. Il nous expliquera pourquoi. Et puis à quelques heures du lancement des 40e journées du patrimoine, nous continuons de mettre à l'honneur cette semaine ces lieux chargés d'histoire qui allient tradition et modernité. Aujourd'hui, je vous propose d'aller au Pays Basque, direction le château familial d'Urtuby. Bonjour Erwan Lestroux. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur conseil chez Odoxa. Alors vous avez interrogé les Français sur leurs priorités en cette rentrée 2023 et sans surprise, c'est bien toujours le pouvoir d'achat qui reste leur préoccupation majeure devant la santé et l'environnement. Oui, et c'est intéressant parce que quand on demande aux Français quelles sont les thématiques les plus importantes pour eux aujourd'hui, on retrouve le même binôme en cette rentrée 2023 qu'au premier semestre, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, 61% de citations, et la santé, 58% de citations, et deux thématiques qui devancent encore très fortement, c'était déjà le cas au premier semestre, les autres sujets, ces sujets qui sont vraiment centraux et consensuels chez les Français. 61% pour le pouvoir d'achat, 58% pour la santé, c'est plus de 30 points devant l'environnement qui arrive à 31%. Très loin derrière. Alors on voit effectivement qu'il y a ces deux préoccupations là qui se détachent et on le voit très clairement sur ce tableau. Le pouvoir d'achat, effectivement, 61%, la santé, 58%. Et puis derrière, l'environnement, l'éducation, le système de protection sociale, la sécurité et la lutte contre le terrorisme et l'immigration qui arrive en 7e position. L'immigration, justement, du côté du Parlement, le projet de loi, on en parle depuis des mois. Ça y est, il doit arriver normalement au mois de novembre au Sénat et puis ensuite en début d'année prochaine à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, aucun accord n'a été conclu. Est-ce que le fait qu'il arrive en 7e position de votre classement, si je puis dire, est-ce que cela en fait pour autant un sujet secondaire aux yeux des Français ? Non, pas nécessairement, mais là où c'est intéressant d'avoir une hiérarchie dans le classement, c'est que ça montre la position, et ça montre que ça n'est pas forcément le point le plus central dans les attentes des Français, ou le point le plus prioritaire dans leurs attentes, mais pour autant, et ce qu'on voit régulièrement aussi quand ce sujet revient au premier plan, c'est un sujet auquel les Français sont particulièrement attentifs. Et ce qui est sûr, en tout cas, Erwan, c'est que plus que jamais, l'immigration demeure un sujet qui clive, et ça, on le voit très nettement dans votre sondage quand on regarde en détail l'affiliation politique des personnes interrogées. Oui, absolument. 24% des Français citent l'immigration comme la thématique les plus importantes à leurs yeux, mais 17% uniquement chez les sympathisants Renaissance, 8% seulement chez les sympathisants NUPES, et on passe à 46%, c'est la deuxième préoccupation chez les sympathisants du RN, au même niveau que la santé, et à 41% chez les sympathisants LR, en troisième position. Donc effectivement, les positions politiques variant, l'immigration peut avoir un point important dans certains pans de l'électorat. Et un autre enseignement important de votre sondage, là aussi, c'est un gros chiffre. 74% des Français rejettent l'action du gouvernement dans ce domaine, dans le domaine de l'immigration. C'est absolument énorme. Comment est-ce que vous l'expliquez ? 3 Français sur 4, c'est élevé, et c'est déjà ce qu'on observait au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, où il avait déjà été essayé d'allier fermeté et humanité. On se rappelle de la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb. Mais finalement, c'est une politique en matière d'immigration qui n'est soutenue ni par la gauche, qui critique un gouvernement trop hostile à l'égard de l'accueil des migrants, mais qui n'est pas non plus soutenue par la droite, qui juge le gouvernement incapable de prendre la mesure de la crise migratoire. En somme, seuls les sympathisants Renaissance sont majoritairement satisfaits de la politique du gouvernement en matière d'immigration. Ils sont 69%, mais ils sont assez isolés sur ce point. Et quand on met effectivement ces résultats en perspective dans le temps, vous avez raison de l'avoir fait tout à l'heure. Là aussi, on voit que les mauvaises opinions gagnent 2 points par rapport à mai 2023 et 4 en comparaison de novembre 2022. Là, clairement, le gouvernement paye ses atermoiements sur le sujet. Oui, c'est que depuis que ce projet de loi immigration est dans les tuyaux, l'insatisfaction à l'égard de la politique d'immigration du gouvernement a progressé de 4 points. Ce qu'on voit, c'est que le statu quo dessert le gouvernement et que l'insatisfaction a tendance à s'enliser, alors que le sujet sera redébattu au Sénat à partir du début du mois de novembre. Et une fois qu'on a dit tout ça, Erwan, que doit faire le gouvernement aux yeux des Français ? Eh bien, on leur a demandé
Et ce qu'ils nous disent, c'est assez intéressant. Ils sont 28% déjà à nous dire il faudrait déjà appliquer les lois existantes. 28%, ça veut dire qu'on a 7 sur 10 de l'autre côté qui souhaitent que les lois existantes soient dépassées. Mais parmi ces 7 sur 10, c'est une certaine confusion qui règne à 38% qui souhaitent une nouvelle loi, 33% un référendum. Il n'y a rien qui ne se dégage de façon majoritaire. Alors, la possibilité d'un référendum justement sur ce sujet, elle fait son chemin dans l'opinion publique? Oui, mais à 33%, finalement, ça n'est pas une solution majoritaire qui doit être privilégiée par le gouvernement dans l'esprit des Français. C'est tout autant une solution qu'une nouvelle loi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le référendum n'est pas majoritairement attendu par les sympathisants Renaissance, il n'est pas majoritairement attendu par les sympathisants de la France insoumise, mais il n'est pas non plus attendu de façon majoritaire par les sympathisants les Républicains et pas non plus par les sympathisants RN, alors même que c'est la demande de Jordan Bardella. Le référendum séduit une partie de l'opinion sur l'immigration, mais il n'est pas une demande majoritaire, y compris au sein des sympathisants RN, dont le président a pourtant demandé la réalisation au plus vite. Et au cœur des débats, Erwan, cette fameuse question, celle de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Alors on l'a vu, ça c'est un sujet qui provoque un bras de fer, y compris dans le camp de la majorité. Certains députés Renaissance signent une tribune cette semaine dans Libération pour exhorter le gouvernement à prendre des mesures, je cite, urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papier. Chez les Républicains, on ne veut pas en entendre parler. Question simple, Erwan, quel est l'avis des Français ? Eh bien, 6 Français sur 10, 57%, sont favorables à la mise en place d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Ce qu'on observe, c'est que ce sujet fait bien moins débat dans l'opinion qu'il ne semble faire débat dans la classe politique. Le résultat est assez tranché et l'opinion majoritairement favorable. Et là aussi, on va regarder la filiation politique des sondés pour voir si ce clivage dont on parlait tout à l'heure persiste. Là, on voit que la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension fait consensus chez les sympathisants de la NUPES. C'est pas une surprise. Dans les rangs de Renaissance également. Vous allez nous donner les chiffres. Beaucoup plus surprenant, en revanche, Erwan, c'est que cette mesure suscite également un assentiment majoritaire chez les sympathisants des Républicains. Absolument. Alors, l'assentiment est quasi unanime chez les sympathisants Renaissance, 9 personnes sur 10, 8 personnes sur 10 chez les sympathisants NUPES, dans la lignée de la tribune qui est sortie cette semaine. Mais on a aussi 6 personnes sur 10 chez les sympathisants LR qui sont favorables à la mise en place de ce titre de séjour. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que les sympathisants LR, ils font peut-être primer la dignité des conditions d'accueil et la santé économique de la France, alors qu'il y a des secteurs qui sont en pénurie, sur leurs inquiétudes qu'ils ont pu manifester aussi dans les sondages à l'égard de l'infraction au droit au séjour. Et finalement, Erwan, est-ce que les Français sont davantage favorables aux mesures de restriction ou aux mesures d'intégration en matière d'immigration ? Et bien ça, c'est un point intéressant du sondage aussi, c'est qu'à la genèse de ce projet de loi immigration, il avait été évoqué au sein de la majorité présidentielle la possibilité de faire un texte avec les mesures de répression pour dégager au Parlement une majorité penchant à droite, et un texte avec les mesures d'intégration pour dégager une majorité penchant plus fortement à gauche. Ça, c'était une option mise sur la table par Emmanuel Macron. C'était une option qui était envisageable. Deux textes différents. Absolument. Ouais. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, les mesures de répression sont majoritairement approuvées par les Français, mais aussi les mesures d'intégration, tant et si bien qu'on peut faire l'hypothèse qu'un texte unique aurait la faveur des Français, alors pas nécessairement des personnels politiques qui voteront ce texte, mais que pour les Français, les mesures font assez peu de débat et sont soutenues majoritairement. Et ça veut dire que les Français croient finalement en un possible en même temps sur ce texte de l'immigration ? Absolument, ils sont 8 sur 10 aussi favorables, par exemple, à l'inscription des étrangers des étrangers menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées, pour accélérer l'exécution des OQTF, ce qui est plutôt une mesure répressive. Ils y sont aussi favorables qu'au fait qu'on fixe un délai maximal de traitement des demandes des demandeurs d'asile, ce qui est plutôt une mesure d'intégration qui était exigée par la NUPES. Donc on voit bien que, et en intégration et en répression, on a les mêmes niveaux de soutien dans l'opinion. C'est un des points à signaler de ce sondage. Ça veut dire, Arwan, que ce projet de loi immigration, il a des chances d'être voté au Parlement ? Certains en doutent. Certains en doutent et certains ont raison d'en douter, dans la mesure où il y a peut-être dans la composition du projet de loi des points qui vont être rejetés par certains groupes parlementaires qui ne font pas de consensus, puis des logiques de vote de groupes parlementaires qui rendront impossible le fait de dégager des majorités sur certains points. On voit bien d'ailleurs que la NUPES n'est pas prête à soutenir le gouvernement sur le projet de loi. Pour autant, on voit que si on s'intéresse à l'opinion des citoyens, et pas du personnel politique, il y a bien moins de débats. Quelles sont les mesures les plus populaires ? Vous disiez tout à l'heure que finalement les Français sont assez favorables sur l'ensemble des mesures. Quelles sont celles qui sont les plus populaires aux yeux des Français en matière d'immigration ?
Les plus populaires, donc 8 personnes sur 10, y sont favorables. C'est l'inscription des étrangers menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées pour accélérer l'exécution de l'OQTF. Donc ça, c'est les fameuses OQTF, oui. Voilà, absolument. C'est aussi le fait de permettre au Parlement européen de se prononcer sur des quotas d'immigration, y compris pour les demandeurs d'asile. C'est aussi la possibilité de fixer un délai maximal à la préfecture pour traiter les demandes de rendez-vous des demandeurs d'asile, mais c'est aussi utiliser le référendum en matière de politique migratoire, de supprimer l'aide médicale d'État et la remplacer par une aide médicale d'urgence, et même alors c'est une proposition qui est un peu plus controversée, qui avait été émise par Éric Zemmour, d'obliger les demandeurs d'asile à formuler leur demande d'asile dans leur pays d'origine, voire dans un pays tiers, plutôt que dans le pays d'accueil. Et ça encore, les Français y sont majoritairement favorables. Et on parlait tout à l'heure de ce clivage entre les affiliations politiques. Là aussi, est-ce qu'il y a des mesures qui font consensus, que l'on soit un sympathisant des Républicains, du Rassemblement national, ou un sympathisant de la NUPES ou de Renaissance? Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on peut se dire que s'il y avait un seul texte, alors le personnel politique n'y serait pas nécessairement favorable, mais les Français, eux, soutiendraient l'ensemble des mesures, c'est qu'on a plus de 50% de personnes favorables, quelles que soient les affinités politiques et quelles que soient les mesures. On a juste un niveau un tout petit peu plus bas de soutien de la NUPES sur la suppression de l'aide médicale d'État et sur l'obligation de demande d'asile dans le pays d'origine ou dans un pays tiers, qui sont des mesures qui clivent un tout petit peu plus et qui suscitent un peu plus de réserve auprès des sympathisants de la NUPES. D'ailleurs, on peut imaginer que s'il y avait un débat parlementaire, les sympathisants viendraient peut-être à se raidir, étant donné que les arguments s'échangeraient. Mais en tout cas, aujourd'hui, quelles que soient les composantes politiques auxquelles les Français sont affiliés, ils sont favorables à l'ensemble des mesures qu'on a testées dans le sondage. Et justement, alors pour aller dans le contre-pied, j'allais vous demander les mesures en faveur desquelles les Français sont les moins favorables. Donc c'est ça, c'est les mesures notamment par rapport à l'aide médicale d'État, c'est ça? Oui, il y a la suppression du délai de carence pour les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, il y a un délai de carence pour les demandeurs d'asile qui ne peuvent pas travailler pendant leurs 6 premiers mois en France. Aujourd'hui, alors c'est le niveau plus bas, mais ça reste quand même 2 Français sur 3. 64% des Français sont favorables à la suppression de ce délai de carence pour accélérer la possibilité de travailler pour les demandeurs d'asile. Sur les réseaux sociaux, Erwan Lestron, est-ce que c'est un sujet là aussi qui fait parler, qui fait beaucoup parler? Oui, c'est un sujet qui fait fortement parler parce que l'immigration, autant on l'a dit, c'est un sujet peut-être secondaire dans les attentes urgentes des Français. Néanmoins, et on le voit à chaque actualité sur le sujet, c'est un sujet auquel les Français sont très attentifs et peuvent se mobiliser très fortement, notamment sur les réseaux sociaux, avec des crispations très fortes sur les réseaux sociaux entre des sympathisants de la gauche qui critiquent les conditions d'accueil indécentes qui sont réservées aux migrants, et de l'autre côté, des sympathisants de la droite, de Renaissance, qui ont plutôt tendance à critiquer un certain angélisme à l'égard des conditions d'accueil des migrants et à demander plus de fermeté dans le contrôle. Donc là, c'est un clivage qui se ressent très fortement dans les messages que vous relevez sur les réseaux. Absolument, et du coup, les opinions, ils sont très polarisées, beaucoup plus que dans la société. Un sujet en tout cas qui fait beaucoup parler, vous venez de le dire. Merci beaucoup Erwan Lestron, directeur conseil chez Odoxa, et bien sûr les résultats détaillés du sondage de la semaine qui sont bien sûr à retrouver sur lefigaro.fr à l'onglet politique, et puis à retrouver également toutes les dernières informations sur les reportages et les analyses des journalistes du Figaro sur ce projet de loi dont le parcours législatif doit commencer, je le rappelle, au mois de novembre. Ce sera devant les sénateurs pour débuter. Merci encore Erwan pour votre décryptage. Il a chiffré au cas par cas l'ampleur de la menace salafiste en France. Le spécialiste des questions stratégiques et haut fonctionnaire au ministère de la Défense, Pierre Conessa, a relevé depuis plusieurs années les différentes manifestations sociales de rupture et de contestation des lois républicaines dans l'espace public. Aujourd'hui, il publie les résultats de son enquête dans un livre et il affirme: la question de l'islamisme radical dans notre pays est loin d'être réglée. On en parle avec lui dans quelques instants, mais avant cela, on écoute ce que disait à ce sujet Gilles Kepel sur ce plateau, c'était il y a quelques jours. La mouvance islamiste aujourd'hui en France est dans sa phase dure, c'est-à-dire les salafistes ou bien dans ceux qui sont violents, les djihadistes, en recul, en état de faiblesse, après que Daesh a été vaincu. La phase de force, c'était le moment où nous avons eu pour eux 272 morts sur le territoire français, 1 millier de blessés, une période dont on se souvient avec beaucoup d'horreur. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire la même chose, mais d'être dans une espèce de phase de faiblesse où on teste les défenses de l'État. Et moi, je n'ai pas été étonné du tout du fait qu'il y ait eu un nombre très faible, finalement,
d'abaya porté après que le ministre ait pris sa décision. C'était la même chose lorsque la commission Stasi avait suggéré la loi qui a été mise en œuvre, puisque nous avions à l'époque face à nous l'Union des organisations islamiques de France, c'est-à-dire les frères musulmans, qui testaient et qui n'ont pas voulu aller au rapport de force, à l'affrontement. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions stratégiques et internationales et vous publiez L'état des lieux du salafisme en France. C'est aux éditions de l'Aube et c'est en librairie ce vendredi 15 septembre. Alors ce n'est pas le premier livre que vous consacrez à ce sujet. En 2016 par exemple, vous avez publié Le guide du petit djihadiste. Est-ce que la menace de l'islamisme radical en France est aussi forte aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2016 ? J'aurais tendance à penser, comme Gilles Kepel, qu'elle est même encore plus grave, parce que ce sont ancrées des pratiques, si vous voulez, à l'intérieur du monde politique, qui ont, disons, opté pour une attitude de conciliation et de compromission, même dirais-je, face à certains comportements que j'ai essayé de relever. Et le sous-titre du livre est intéressant, parce que j'ai appelé ça « Est-ce si grave ?» C'est quand même la question essentielle. Et la réponse, finalement, la réponse, oui, c'est plutôt oui. Oui, la réponse, c'est que c'est oui. très, très grave. Et donc, si vous voulez, moi, à la différence d'études sur le terrorisme, j'ai essayé de comprendre, si vous voulez, quelles avaient été... J'ai essayé de relever toutes les postures qui, d'une manière ou d'une autre, marquaient la rupture avec le consensus républicain. Et donc, qui étaient tout à la fois des postures d'enfants à l'école qui refusaient d'assister à certains cours, qui demandaient des repas halal, ou des choses comme ça, ou des filles qui refusaient d'aller à la gymnastique. Donc, des choses qui pouvaient être assez banales, jusqu'aux attentats terroristes. C'est-à-dire, c'est un continuum qu'il faut choisir. Et c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce si grave ? Parce que quand on ne prend qu'un épisode terroriste après un autre épisode terroriste, on n'a pas la vision d'ensemble, qui est celle que je crois sur laquelle Gilles Kepel insiste depuis des années, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est pourri au royaume de Danemark. Et on va revenir sur tous ces éléments que vous avez observés. Vous précisez d'entrée que ce livre, je vous cite, est dédié aux Français musulmans qui se refusent à opposer leur foi et les principes républicains et sont souvent la cible de menaces, y compris de mort, des salafistes djihadistes. Comment échapper à ce double écueil qui consiste d'un côté à considérer que l'islam est intrinsèquement violent et d'un autre à affirmer que ce n'est pas l'islam dès qu'une action déplaisante est commise en son nom ? Je crois que c'était absolument indispensable de commencer comme ça, parce que sinon, on plonge, si vous voulez, dans un monde où on a l'impression que ces gens-là sont représentatifs de l'ensemble de la communauté des Français musulmans. Or, je pourrais en citer quelques-uns qui non seulement risquent leur vie, par exemple les grands imams de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui refuse la protection policière. Il estime que sa fonction, c'est justement d'aller dans les rues, de parler avec les jeunes, etc. Et puis, cette dame qui a créé cette association après l'assassinat de son fils, Madame Imziaten, qui porte un foulard, c'est important, et qui va dans les quartiers parler avec les jeunes. Et alors elle me disait, mais moi ils n'osent pas, parce que je suis leur mère et parce que je porte le voile. Et donc quand je leur parle de la République, ils sont pris en porte-à-faux, ils sont pris à contre-pied. Donc leur discours de victimologie, si vous voulez, se trouve en porte-à-faux face à des gens comme ça. Et c'est ceux-là, si vous voulez, qui sont les plus menacés, parce qu'évidemment, ce sont ceux qui font le pont, avec la communauté française. Et alors, après plusieurs mois, plusieurs années même d'enquête sur le sujet, quel état des lieux dressez-vous à propos de cette menace salafiste en France ? Moi, je n'ai pas la compétence de Kepel, c'est-à-dire je ne suis pas arabisant, je ne suis pas, je suis un généraliste. Et un généraliste qui s'est plutôt spécialisé sur les modes de décision politiques. C'est là que j'ai passé l'essentiel de ma vie. J'ai été pendant 30 ans un haut fonctionnaire, j'ai fait 6 ministères différents. Donc, si vous voulez, cette alchimie entre la situation de terrain et le processus décisionnel est la chose qui m'a intéressé. J'ai passé l'essentiel de ma vie dans les affaires stratégiques. Le premier bouquin que j'ai écrit était une espèce de bilan qui s'appelait « La fabrication de l'ennemi ». Comment tuer avec sa conscience pour soi ? Parce que, si vous voulez, souvent dans les analyses stratégiques, on a tendance à penser que la dictature est belliciste et que la démocratie est pacifique. On voit bien avec les derniers épisodes, notamment américains, que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, si vous voulez parler de la fabrication de l'ennemi, c'est faire apparaître que l'animosité n'est pas obligatoirement, l'hostilité n'est pas obligatoirement un processus, c'est évidemment un critère d'identification. Mais quand on voit le couple franco-allemand, c'est-à-dire qu'après s'être fait 3 guerres, on est capable de se réconcilier, on peut déconstruire l'ennemi. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, cette déconstruction de l'ennemi, il faut évidemment qu'on trouve les modalités de la reprise de contact, les postures dans lesquelles on doit être totalement intransigeant et non pas chercher toujours à comprendre. Donc, quand j'ai mis ce livre j'ai pensé que, si vous voulez, il était un peu le temps de faire le point de ce qu'est l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire de gens qui, finalement, trouvent toujours de bonnes excuses
Or, c'est la très plus mauvaise des démarches aujourd'hui. On va revenir sur cette responsabilité des politiques que vous avez effectivement côtoyées pendant plusieurs années. Pourquoi vous êtes arrêté à cette question précisément du salafisme ? Mais parce que le salafisme, étymologiquement, enfin, je pense que les auditeurs connaissent un peu l'histoire, étymologiquement, c'est donc considérer que seuls les compagnons du prophète sont ceux qui avaient la véritable conception de l'islam, et donc il faut revenir à cette pratique de l'islam. Bon, entre parenthèses, dans les 4 califes qui succèdent à Mahomet, il y en a 3 qui s'assassinent ou qui sont emportés à notre affection par des moyens violents. Donc, si vous voulez, c'est un étrange ancrage historique que de prendre les salafs, les compagnons du prophète, comme modèle. Bref, ce salafisme est celui qui va être diffusé par l'Arabie saoudite. Si vous voulez, en gros, la chose est très simple. Au XVIIe siècle, quand effectivement le royaume d'Arabie saoudite, personne n'avait colonisé le grand désert du Nedjaz, et donc né dans ces tribus bédouines, une dynastie qui va être les Al-Saoud, et puis surtout Abd al-Wahhab qui va être le prédicateur, qui va dire mais non, le seul véritable islam, c'est celui qui est resté dans le désert, parce que tous les autres se sont pervertis. Bon. Et quand Ibn Saoud va prendre la Mecque, donc il va virer les véritables descendants du prophète, il va s'installer, mais il n'a pas la légitimité religieuse. Et c'est donc le salafisme, c'est Abd al-Wahhab, le wahhabisme, qui va lui donner cette légitimité religieuse. Bon. Et ensuite, et là j'ai écrit un autre bouquin sur que j'ai appelé Dr Saoud et Mr Djihad, c'est-à-dire sur la manière dont l'Arabie saoudite, depuis des années, a entretenu absolument partout les représentations salafistes de l'islam. Et donc, quand on se trouve dans le 11 septembre et qu'on est dans cette situation où on sait qu'il y a 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les avions, et que George Bush décide que c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, on comprend bien la puissance du lobby saoudien. Bon, vous avez la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient responsables du 11 septembre. Donc vous voyez comment on a eu cette influence, ce lobby saoudien, j'ai aussi écrit un bouquin là-dessus, même en France, qui est extrêmement puissant. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, que vous savez les intérêts économiques qui sont derrière, et surtout, vous vous associez à des sociétés de relations publiques qui vont faire votre communication dans les pays démocratiques, c'est les Saoudiens, si vous voulez, pendant longtemps, ont considéré qu'ils se désintéressaient de ce que le monde pensait d'eux. Mais ils vont être secoués par 2 choses, qui sont évidemment le 11 septembre, et puis ensuite par l'affaire Khashoggi. Les Saoudiens, dès le 12 septembre, il y a une boîte américaine qui s'appelle Corvis, qui va voir l'ambassade saoudienne à Washington en leur disant « Vous savez, vos affaires, ça va mal, hein, vous devriez faire attention ». Ils signent un gros contrat. Ils vont réussir un succès formidable. C'est que dans le rapport que fait le Congrès sur la responsabilité du 11 septembre, dans lequel il y a encore une fois 15 Saoudiens sur 19, le présidence va classifier 23 pages du rapport du Congrès qui sont axées sur la responsabilité saoudienne. Donc quand vous avez des moyens comme cela, vous comprenez qu'effectivement, il faut attendre l'affaire Khashoggi, c'est-à-dire le dépeçage d'un individu dans un consulat saoudien à l'étranger, pour que les choses commencent à être ébranlées. Mais enfin, rappelez-vous quand même que Mohamed Ben Salman, c'est sous la suite d'aucune poursuite, hein, ça va. Si on revient en France à présent, Pierre Conessa, vous commencez votre livre en disant... en écrivant, nombre de sites internet dressent des recensements des actes terroristes, mais il nous a semblé plus intéressant d'établir un relevé des différentes manifestations sociales de rupture et de contestation des lois républicaines dans l'espace public. Est-ce que séparatisme et terrorisme sont forcément liés selon vous ? Ah ben oui, c'est un continuum intellectuel, oui bien sûr. C'est un continuum intellectuel et c'est pour ça que je pense qu'il est plus intéressant d'analyser le séparatisme. Donc encore une fois, ces postures qui vont être amenées à contester dans le cadre de l'école, dans le cadre des services de police, dans différents endroits, si vous voulez, qui sont des mécanismes publics, que de considérer qu'il ne faut attendre qu'il y ait un crime, un assassinat pour s'inquiéter du problème. Repensez à l'affaire Samuel Paty. Le chaînage est extrêmement intéressant. Une petite fille qui ment à son père parce qu'elle a raté le cours et donc elle va raconter que Samuel Paty a traité des caricatures, etc. La chose est amplifiée par un type qui s'appelle Chnina, qui est un type déjà repéré par les services de police comme un agitateur, etc., et qui va faire courir le bruit que Samuel Paty a humilié le prophète. Et vous allez avoir une mobilisation d'une famille tchétchène, j'insiste là-dessus parce qu'on va revenir sur la question de l'accueil, dont le fils est arrivé à l'âge de 2 ans en France, qui s'est donc radicalisé dans sa famille et qui va faire le voyage pour aller découvrir Samuel Paty, qu'il n'a jamais eu comme prof, pour le décapiter. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a été abattu par la police, son père le félicite et la famille Anzarov va retourner en Tchétchénie. Vous voulez que je recommence doucement ? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes sérieux sur la politique d'accueil. Tout Tchétchène n'est pas par nature un démocrate. Notre politique de droit d'asile doit quand même vérifier que l'homme qui arrive ici, sinon il aurait fallu accorder l'asile politique à Hitler en 1933. Alors,
avant même cette affaire Samuel Paty, votre recension, elle commence avec l'affaire Mohamed Merah, ça c'était en 2012. Pourquoi avoir choisi cette date ? Parce que c'est un basculement, à mon sens. Bon, il y avait eu des attentats avant, rappelez-vous, dans le cadre notamment de la guerre Iran-Irak, mais on était dans des attentats instrumentalisés par des pouvoirs d'État. Bon. Merah, il y a deux choses qui caractérisent sa posture. D'abord, il va assassiner des enfants juifs, c'est-à-dire qu'il va aller devant l'école à Zeratora pour se faire identifier un père qui vient chercher ses enfants, et il va les abattre. C'est quand même quelque chose de fantastique. Et deuxième chose, il filme les assassinats. C'est-à-dire qu'on a déjà un individu qui est passé dans la version qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la médiatisation des actes terroristes et le discours salafiste est un espèce de phénomène visualisé, accessible sur Internet, etc., qui contribue à cette propagande. Donc, troisième chose, très importante, encore une fois, c'est l'apparition de cette femme prodigieuse qui s'appelle Madame Indiaten, dont le fils était militaire. Il avait choisi de défendre la France. Il était dans les troupes parachutistes. Il va être assassiné de sang-froid par Merah, puisqu'il va prétendre vouloir lui acheter son scooter. Et Madame Indiaten va se mobiliser pour lutter à l'intérieur de la communauté musulmane contre ces radicaux. Elle sait que sa vie est menacée. Et on a même demandé une protection à l'intérieur de sa maison pour elle. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est très très grave qui commence avec Merah, et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Quelque chose qui commence, mais en réalité, est-ce que cette affirmation violente d'un islamisme radical sur le territoire n'était pas en gestation depuis des années déjà ? Oui, bien sûr. Prenons un cas, si vous voulez, qui est une espèce de faiblesse du droit français. Donc, la France est une terre d'accueil, il faut le dire. La France est le pays qui a la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté vietnamienne, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté juive de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Nous n'avons des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le système d'intégration qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? C'est justement des gens qui ne veulent pas s'intégrer. Et donc, au lieu de renverser la charge de la preuve en disant « mais pourquoi ne voulez-vous pas vous intégrer ? Et si vous ne vous y sentez pas bien, n'y restez pas », on est dans une espèce de victimologie qui a diffusé, si vous voulez, sur le corps politique. Il y a aussi la crise de la gauche, c'est-à-dire la gauche n'ayant plus d'ouvriers, si vous voulez, trouve chez les musulmans la nouvelle clientèle politique, et va donc se glisser dans une espèce de discours d'excuses, de justifications, etc., etc. Deuxième caractéristique qui est absolument extraordinaire, en 2007, la Cour de justice européenne décide que pour une expulsion qui a été prononcée par la France a failli à ses obligations puisqu'elle n'a pas vérifié, j'ai pas oublié le nom du type qui a été expulsé en Algérie, on n'a pas vérifié qu'il serait bien traité en Algérie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le mécanisme est autobloquant. C'est au pays qui veut expulser qui doit vérifier que s'il est accepté après laissez-passer consulaire, qu'il sera bien traité dans son pays d'origine. Donc on se trouve dans cette situation extraordinaire où la France garde, si vous voulez, tous ces gens qui sont des condamnés, terroristes, condamnés, expulsables, inexpulsables à cause de la jurisprudence française, et qui vivent sur le territoire français. Comme il faut les entretenir, il vaut mieux être un expulsé inexpulsable qu'un SDF français, parce que là, vous êtes logé, nourri, blanchi et protégé par la police. Donc, vous voyez qu'on arrive à des caricatures et des inversions de système de valeurs. J'ai écrit un article là-dessus parce que je trouvais ça tellement révoltant quand on totalisait le nombre de gens qui sont, soi-disant, des OQTF, vous savez, inapplicables, que l'on est dans cette caricature d'aide sociale. Et vous écrivez que la pression islamiste n'a cessé de progresser en France de 2002 à 2021. Est-ce qu'il y a eu un impact malgré tout ? Est-ce que vous observez, dans les chiffres notamment que vous avez relevés, un impact de la proclamation du califat en 2014 en Irak et en Syrie, et puis ensuite un impact de la chute du califat en 2019 ? C'est-à-dire que le califat, qui était en fait la version plus populaire, si vous voulez, d'Al-Qaïda, avait effectivement un discours extrêmement séduisant, puisqu'il tenait un territoire, il prétendait y appliquer le véritable islam, et donc il y a eu une fonction d'attraction, si vous voulez, qui a été assez forte sur des jeunes Français. Bon. La France est quand même le pays qui a fourni, parmi les pays européens, le plus gros contingent quand même, donc il y a de quoi s'interroger. Et donc, effectivement, cette fonction d'attraction, on l'a vu avec beaucoup de cas, si vous voulez, de jeunes qui sont partis pour aller effectivement se battre contre quoi d'ailleurs, puisque c'était une guerre entre musulmans. Bon. Et donc, il y avait quelque chose qui était assez fascinant, parce que le véritable problème de l'islam, et on y reviendra si vous voulez, c'est aujourd'hui le problème interne à l'islam.
J'y reviendrai. Et donc, quand le califat va finalement disparaître, effectivement, alors le califat, si vous voulez, ce qui était très intéressant dans son argumentaire propagandiste, c'est que ça fournissait un kit de vie, c'est-à-dire aux jeunes filles en particulier, venez, vous serez mariés, vous aurez des enfants, vous vivrez dans un véritable monde musulman, etc. C'était évidemment pas tout à fait la réalité, mais enfin, en tout cas, ça séduisait. Bon. Et donc, quand on se retrouve dans la situation où le califat ayant été réduit par la force, si vous voulez, il y a des stocks, si vous voulez, d'expatriés comme ça qui ont été choisir le califat et qui se retrouvent en particulier en Irak, dans la zone kurde, ou éventuellement en Turquie. Bon. Et donc, on a bien effectivement un problème qui est que faire de ces gens-là? Vous le savez bien, puisqu'ils sont, pour certains, citoyens français, pour d'autres, ils sont effectivement, les Irakiens veulent les juger eux-mêmes. Je reviens sur cet exemple parce qu'encore une fois, imaginez la situation en 1945, expliquant que des SS, on ne peut pas les juger parce que les Allemands demanderaient qu'on ne les juge pas parce qu'ils sont citoyens allemands. On est dans quelque chose d'assez caricatural. Bon. Et là, les ONG ont un rôle très ambigu. Parce qu'encore une fois, prendre la défense, j'ai un cas, par exemple, qui est très intéressant, qui est celui de Oussama Attar. Oussama Attar est l'un de ces types qui est parti donc en Irak. Finalement, quand le califat disparaît, il est fait prisonnier par les Kurdes. Et alors, commence à ce moment-là la mobilisation d'une campagne de presse dans laquelle sont mêlés d'un certain nombre d'ONG, etc., qui vont expliquer que Oussama Attar étant très malade et n'étant pas soigné, la France se doit de le faire rentrer. Alors, il y a des espèces d'explications médicales, qu'il a une maladie cardiaque, etc., etc. Bref, la France intervient pour le faire rapatrier. Il est rapatrié en France et au bout de quelques mois, il disparaît. On le retrouve en Tunisie en train de faire du trafic d'armes. Alors finalement, il va retourner en Syrie ou en Irak et il va être abattu par un drone américain. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que vous avez là toute la faiblesse, si vous voulez, du système droit de l'homiste. On défend un individu. Il n'y a que Amnesty qui est dit après coup, nous n'avons pas demandé son rapatriement. Nous avons simplement demandé qu'il soit soigné. Vous voyez le glissement de sens qui s'est fait autour de ce cas-là? C'est de la mansuétude, de la naïveté ou de la lâcheté? Je ne sais pas. Je crois que c'est de la théorie, si vous voulez. Comme les communistes faisaient de la théorie alors qu'il y avait des massacres en URSS, certaines ONG font de la théorie en disant les droits de l'homme exigent que. Bon. Vous voyez bien qu'effectivement, dans un cas comme celui-là, ce n'était pas une question de droits de l'homme. C'est un individu qui mentait, dont des gens qui ont su jouer sur toutes les cordes, si vous voulez, du droit de l'homisme pour le faire revenir. Or, l'individu était dangereux. Dangereux, et d'ailleurs il l'a prouvé, heureusement il est retourné là-bas avec le sort que je vous décrivais. Donc vous voyez, il y a un moment où il faut effectivement se demander quand même s'il faut défendre des principes ou s'il faut d'abord analyser une réalité. Et ça, c'est le principal problème. Alors il y a d'autres cas également dont vous parlez dans votre livre. Les cas, je vous cite, des déments qui, pour des actes de violence identiques appuyés du cri d'Allahu Akbar, vont à l'hôpital psychiatrique et non en prison. Et là, vous parlez par exemple d'Alexandre Dossi, donc cet homme de 24 ans qui poignarde en 2015 un militaire à la Défense à Paris avant d'être finalement déclaré irresponsable pénalement par la justice. Est-ce que l'on a affaire dans ce cas-là à, j'allais dire, des vrais djihadistes? Le problème, effectivement, du vrai ou du faux djihadiste, vous connaissez le débat entre Olivier Roy et Gilles Kepel. Hein. Il y en a qui disent que c'est une radicalisation de l'islam, d'autres qui disent que c'est une islamisation de la radicalité. Enfin bref, peu importe. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, l'islam, aujourd'hui, fournit quelque chose qui est une espèce de kit, qui permet de vivre son malaise. Et donc, effectivement, quand vous avez des problèmes psychiatriques et que vous avez un individu qui est capable de faire jouer la corde la plus sensible, si vous voulez, de ces malaises que vous vivez, effectivement, vous avez des individus comme effectivement Dossi, qui sont des gens qui vont partir ou commettre un acte criminel, si vous voulez, et le seul critère qu'on est obligé de retenir, c'est qu'il crie Allahu Akbar. C'est pour ça que je me suis arrêté sur ce critère-là. Ça vous montre combien, si vous voulez, ce référent aujourd'hui est utilisé en tout domaine, y compris dans des individus qui ont des problèmes psychiatriques sérieux. Et une autre tendance également que vous pointez du doigt, c'est celle du djihad adolescent qui explose. Là aussi, comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, le djihad adolescent, si vous voulez, montre que il y a un véritable problème, encore une fois, d'identification de cette jeune catégorie qui, évidemment, est à l'époque la plus sensible de la formation psychologique de l'individu et qui vont trouver, si vous voulez, une espèce d'héroïsation dans cette posture salafiste, qui va se traduire parfois par des postures en classe, simplement, des choses du genre « ma religion m'interdit d'eux », ou par des actes beaucoup plus radicaux, et effectivement, qui vont se traduire par des actes violents, qui vont se traduire par des... Par exemple, la maison de Madame Ibn Ziaten a été taguée plusieurs fois. Bon. Vous voyez l'acte de courage que ça représente pour une femme de 70 ans ou 80 ans, lui taguer sa maison. Donc, vous voyez, on a cette espèce de diffusion d'une idéologie qui était extrêmement difficile de contrer,
Ce sont des réseaux organisés, structurés qui agissent ? C'est difficile parce que ça se fait souvent par une espèce d'empathie, c'est-à-dire que le jeune qui a une difficulté quelle qu'elle soit, peu importe, qui va rencontrer un type qui va lui offrir son amitié, qui va l'aider à penser son malaise et qui va l'islamiser, si vous voulez, ce sont des agents recruteurs, si vous voulez, comme on avait dans le temps avec le Parti communiste, si vous voulez, de l'ouvriérisme, c'est-à-dire t'es un ouvrier, donc t'es comme moi, donc etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? On a vécu des exemples comme cela. Évidemment, on a beaucoup plus de mal quand on parle de la religion, puisque on est dans un pays laïque, c'est-à-dire l'État n'a pas à se mêler des questions religieuses. Et là, effectivement, il faut reconnaître qu'on est dans un certain désarroi. État des lieux du salafisme en France, c'est documenté, c'est concis, c'est instructif, c'est à retrouver en librairie ce vendredi 15 septembre et c'est un ouvrage que l'on recommande. Merci beaucoup Pierre Conessa. Merci à vous. D'avoir été notre invité dans Point de vue aujourd'hui. Vous le savez, ce week-end se tiendront les 40e journées européennes du patrimoine et aujourd'hui nous faisons un focus sur l'une des demeures les plus emblématiques du Pays Basque. Je vous parle du château d'Urturbi à quelques kilomètres de Saint-Jean-de-Luz, une propriété familiale qui se transmet de génération en génération depuis 1341. Son propriétaire est avec nous dans quelques secondes, mais avant cela, je vous propose de profiter de cet instant de grâce offert par une visiteuse talentueuse dans la chapelle du château. C'était le 29 mai dernier, vous allez voir, ça vaut le détour, on l'écoute. Bonjour Laurent de Corral. Bonjour Timothée Delem. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le propriétaire de ce château d'Urturbi à Urrugne dans le Pays Basque, à quelques kilomètres de Saint-Jean-de-Luz. Alors votre château a la particularité d'appartenir à la même famille, la vôtre, depuis 24 générations. D'abord, comment c'est possible ça ? Ouais, c'est possible pour la volonté de chaque génération de transmettre à la génération d'après. Ça s'est transmis par les hommes, par les femmes. À chaque génération, il faut trouver une solution. C'est pas forcément le fils aîné. Ça a été très longtemps le fils aîné. Mais quand il n'y a pas de garçon, c'était la fille. Et puis après, c'est passé quelques fois aussi, quand il n'y a pas d'enfant, par les nièces. 3 fois dans l'histoire, c'est une nièce du propriétaire qui a repris. Mais il y a toujours cette obsession que ça reste dans la famille. Celui qui a connu la Révolution, dont le père a été assassiné en 1794, guillotiné en 1794, le vicomte d'Urturbi de l'époque avait un fils de 5 ans. Bon, lui, il a pas, pendant toute la Révolution, ça a été très compliqué pour lui, c'était un enfant. Ensuite, il a eu beaucoup de mal à reprendre. Et au final, il a préféré céder Urturbi, il était un peu en difficulté financière. Il a cédé Urturbi, c'est la seule fois où il y a une vente à son cousin, descendant également des vicomtes d'Urturbi. Donc il y a toujours cette volonté de transmettre et que la propriété reste dans la famille. Et vous, en ce qui vous concerne, Laurent de Corral, c'est donc à l'âge de 36 ans que vous vous êtes retrouvé propriétaire de ce château au moment donc du décès de votre père. À l'époque, vous étiez banquier d'affaires à Paris et vous avez donc fait le choix de tout quitter pour reprendre le château familial. Est-ce que vous vous y étiez préparé ? Alors, mon père m'en avait parlé plusieurs fois, mais au final, on n'est jamais prêt. Mon père avait 62 ans au moment de sa maladie. Je pensais qu'il allait prendre sa retraite, donc je pensais qu'il allait pouvoir reprendre, s'en occuper, et donc on n'était pas pressé. Je savais qu'un jour je viendrais. Vous avez hésité à accepter de reprendre le château ? Ah oui, on nous avait proposé même avant, et on avait dit que non, qu'on était trop jeunes, on voulait rester à Paris. On avait nos enfants, moi j'étais bien dans ma banque. Et il n'y a pas de, j'avais dit à mon père 2 fois non, mais voilà, en disant qu'il ne faut pas passer les générations. Il allait prendre sa retraite, il allait avoir du temps. Je pense que pour ses propriétés, il faut du temps. Voilà. Après, il a eu une leucémie foudroyante et les événements ont été évidemment dans un autre sens. Quel est le sentiment qui prédomine quand on hérite d'une telle propriété ? Est-ce que c'est la joie, la fierté ? Ou bien le poids que ça représente en termes d'entretien notamment. J'imagine qu'on a une forme de pression. On se dit, mais je ne veux pas être celui qui, pour des raisons financières ou autres, devra céder le château. Oui, c'est aucune de ces... Parce que comme mon père était malade, il en est mort de sa maladie, c'est une grande tristesse.
Après, il n'y a pas d'angoisse. Vous dites oui, je vais prendre mon tour. Voilà, 24e génération, vous ne posez pas la question. Et au final, vous arrivez, vous êtes un peu comme dans une piscine. Hein, voilà, vous plongez et puis après, il faut avancer. Il y a un film que j'avais bien aimé avec Jean-Pierre Bacry qui s'appelle Le sens de la fête. Et dans Le sens de la fête, Jean-Pierre Bacry n'arrête pas de dire on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Et en fait, c'est ça. On passe son temps à s'adapter. On a commencé par faire des visites, des mariages. Ensuite, on a créé une activité de cosmétique. Ensuite, on a créé des salles d'escape game. Ensuite, on a créé des jeux pour les enfants. Ensuite, on a créé des carrés des plantes médicinales. Enfin, les carrés des plantes médicinales, c'était un peu avant. Enfin, voilà, il faut s'adapter constamment à un environnement qui est un environnement en évolution. Et ça, c'est le plus difficile. Des visites, ce sera notamment le cas ce week-end pour les 40e journées européennes du patrimoine. Qu'est-ce qui fait la particularité du château d'Urtuby, hormis le fait que c'est évidemment, on l'a dit, un château qui se transmet de génération en génération depuis 24 générations, je crois bien. Alors, effectivement, ça se transmet de génération en génération, depuis 24 générations. Moi, je suis la 24e génération. C'est ça qui plaît aux gens. D'ailleurs, en numéro 1, les gens viennent pour voir une maison de famille. Puis ils nous disent, on a l'impression qu'on peut s'y installer demain. Voilà, il y a les meublés, on l'habite. Hein. Là, en ce moment, elle est ouverte au public, mais cet hiver, on la réhabitera. Et puis, on habite aussi sur place. On s'est réservé un appartement dans un endroit. Cette maison, on est là toute l'année. C'est une maison habitée. Et ça, les gens nous disent que c'est vraiment ce qu'ils viennent rechercher. Après, voilà, encore une fois, ça ne suffit pas. Il faut vraiment donner aux visiteurs un peu plus. Donc, comme je vous l'ai dit, des activités ludiques pour les familles, des jeux en bois, un jeu de piste sur smartphone. Voilà, pour les adultes, les carrés des plantes médicinales. On a aussi des ateliers de formation aux plantes médicinales. Pour les enfants aussi, on a des contes. Voilà. Et puis aux vacances de la Toussaint, on aura une journée médiévale où il va y avoir une petite équipe qui viendra, un camp médiéval qui viendra pour les plus jeunes, leur montrer les armes de l'époque et comment les chevaliers étaient armés. Voilà, c'est constamment une évolution dans le désir des visiteurs et puis il faut recréer du désir. Une personne qui est venue une fois, il faut qu'elle puisse revenir. Donc dans ce cas-là, il faut faire évoluer notre offre et donc toujours créer. Je pense que c'est la base. Et je disais, voilà, on est dans la piscine, il faut nager. C'est un grand bonheur. Je pense que ça ne se fait aussi que par passion. Il faut être passionné. On ne peut pas travailler comme ça 70, 80 heures par semaine. Alors, c'est pas tout le temps. En hiver, évidemment, c'est plus calme. Mais là, c'est 7 jours sur 7 depuis le 1er avril, des semaines énormes. Ça ne peut se faire qu'avec de la passion. Ce sont des métiers passion. Je vous transmets la question d'un internaute sur le Figaro.fr qui nous dit en 700 ans, il a subi de nombreuses modifications, on imagine. C'est vrai qu'on se pose cette question, comment est-ce que le château a évolué à travers toutes les époques qu'il a traversées depuis sa construction, donc en 1341 ? Alors c'est ce qui fait la particularité d'Urtuby. C'est une bonne question parce que j'aurais dû insister plus quand vous m'avez dit la 24e génération. Tout est là. On a encore le donjon du XIVe siècle, on a encore les murailles du XIVe siècle, on a encore le Châtelet. Bon, ce qui manque, c'est les douves. On voit l'eau qui arrive, mais après, elle passe en sous-sol. Ce qui manque également, c'est le pont-levis, mais les 2 tours du Châtelet sont toujours là. Voilà, on a les agrandissements du XVIe siècle. On a eu la visite. En fait, il y a eu 2 grandes époques qui ont fait qu'Urtuby s'est développé, et ce sont à chaque fois des visites royales. La première visite royale, c'est Louis XI qui a séjourné à Urtuby. Donc je vous passe, là j'ai pas assez de temps pour développer, mais il est reparti à la cour avec le seigneur d'Urtuby comme chambellan, et le seigneur d'Urtuby a pu élever son fils. 1463, voilà, visite de Louis XI, et donc il repart avec le seigneur d'Urtuby comme chambellan, et le seigneur d'Urtuby a l'excellente idée d'emmener son fils Louis, qui va être élevé avec le futur Louis XII. Donc là, il va représenter Louis XII pendant longtemps, il sera bailli du Labour, donc il va agrandir Urtuby, premier agrandissement. Puis après, il y a une deuxième visite royale, alors pas à Urtuby, mais c'est Louis XIV qui s'est marié à Saint-Jean-de-Luz. Bon, le vicomte d'Urtuby connaissait bien Louis XIV, il allait à la cour. Voilà, il avait des postes importants. Il a lui aussi été bailli d'épée du Labour. Enfin, je vous passe tous ces postes importants qu'ils ont eus. Mais c'est vrai que des visites royales, ça vous change quand même l'avenir d'une propriété. Et on voit dans l'évolution architecturale d'Urtuby, 14e, à l'époque c'était Édouard III d'Angleterre. Ensuite, l'agrandissement autorisé par Louis XII, qui connaissait parfaitement d'Urtuby pour avoir été élevé avec lui. Et puis après, encore des agrandissements au XVIIe et au XVIIIe, après le mariage de Louis XIV. Donc c'est ce qui fait également le grand intérêt de cette visite, c'est que tout existe encore. On montre aux gens vraiment, et on lit sur les pierres. On voit très bien les pierres du Moyen-Âge, on voit très bien que les constructions n'étaient pas du tout les mêmes au XVIe et au XVIIIe siècle. Et ça, les gens nous le disent tous. Ils disent c'est vraiment très très rare. Le plus souvent, vous visitez un château
une maison de famille, on va vous expliquer que sur une mode féodale, on a rasé, on a reconstruit, et puis au 16e, on a à nouveau rasé et à nouveau reconstruit 16e ou 18e. Et ça, à Urtuby, ça n'existe pas. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas des gros moyens, peut-être que c'était pas des grandes exploitations comme il y avait dans la Beauce avec des gens très très riches. C'était une noblesse d'épée, les d'Urtuby, c'était une noblesse d'épée plus proche de D'Artagnan d'ailleurs que de ces grandes familles avec des grandes propriétés foncières. Donc au niveau financier, ils n'avaient pas le quoi de raser, recommencer, et donc ils ne faisaient qu'agrandir, et ce qui fait tout le charme d'Urtuby. Et justement, puisque vous parlez de ces grands moments qui ont marqué l'histoire du château d'Urtuby, l'enjeu pour vous, c'est, j'imagine, la transition quand même avec le monde moderne. Comment est-ce que vous vous y prenez pour inscrire le château dans son temps, sans pour autant renier son histoire ? C'est la grande difficulté. C'est pour ça que ce film de Jean-Pierre Bacri, alors c'est tout à fait autre chose, c'est un film sur les mariages, donc mais il est très drôle ce film. Et surtout, il y a cette phrase qui revient en permanence. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Ce qu'il faut, c'est voir comment la société évolue et voir ce que les gens attendent. C'est très difficile, très difficile. Je me souviens quand j'ai créé des escape games, ça s'est fait par une émission de télévision. Enfin, c'est même un visiteur qui m'a dit « Regardez en replay une émission sur une autre chaîne, qui est une émission qui s'appelle Capital ». Et il m'a dit « Regardez, il y a des choses intéressantes à Chinon. » Voilà, c'était des escape games. J'ai appelé Chinon. J'ai appelé la société qui faisait l'escape game de Chinon. Il en a fait une première salle à Urtuby, puis une deuxième. Voilà, il faut sentir l'évolution, les goûts des personnes. Et après, il faut savoir communiquer. Tout ça est un métier. En fait, je dis toujours que je suis un artisan châtelain. J'ai eu beaucoup de mal à déterminer exactement ce qu'était mon métier. Mais maintenant, j'ai bien compris. Artisan, parce que voilà, au maximum, on a 8 salariés l'été. En pleine saison, on a 8 salariés. Là, en ce moment, il en reste 6. Et puis voilà, puis l'hiver, il n'y en aura plus qu'un. Mais voilà, artisan, parce que moi, je suis pratiquement capable de remplacer tout le monde, puisque un artisan, c'est quelqu'un qui connaît à peu près toutes les tâches de son activité, sauf peut-être l'escape game, où là, je suis peut-être pas capable de reprendre l'escape game comme ça. Mais voilà. Sinon, il faut vraiment s'adapter, et donc je pense que le terme exact, c'est artisan châtelain, mais artisan dans l'air du temps et qui doit sentir les évolutions. Je voudrais insister également, puisqu'on parle des journées du patrimoine, qu'on va être ouvert ce week-end, la journée de samedi et la journée de dimanche. Je voudrais dire que ce qui est fascinant dans ces métiers du patrimoine, c'est tous les passionnés que l'on rencontre. Ça peut être des tailleurs de pierre. En ce moment, on va avoir une grosse coupe de bois dans notre parc. Même les personnes qui s'occupent de la coupe de bois, qui montent tous les dossiers auprès de l'administration, auprès de la mairie, auprès de la préfecture, sont des gens passionnés. Et en fait, c'est ce qui fait tenir en fait dans ce métier. C'est un métier passion. Mais on rencontre aussi des passionnés dans d'autres domaines. Et passionné plus passionné, c'est vraiment passionnant. Vous évoquez les joies que cela représente pour vous. J'imagine qu'il y a également des peines quand on a en charge une telle propriété. Quelles sont-elles ? Oh, les peines, ça peut être des déceptions. C'est un peu tous les jours. C'est-à-dire que la peine, c'est d'être... J'entendais le patron d'un grand groupe dire qu'il regardait son téléphone en disant « bad news ». Il appelait son téléphone « bad news ». Les peines, c'est ça, c'est une accumulation de problèmes qui s'amoncellent. Et puis voilà, un jour, il y a le mur d'enceinte qui est tombé dans les douves. Bon voilà, un mur d'enceinte qui tombe dans les douves, c'est toujours très impressionnant. Une fois qu'on a vu que voilà, il est tombé, il n'y a pas mort d'homme, voilà, ça s'est passé la nuit. Et ben après, on prend son courage à deux mains, on remonte un dossier et puis on règle le problème. Alors il faut des mois et des mois. Un certain nombre de commentaires. C'est un peu également. ça Les peines, oui. Un certain nombre de commentaires sur le Figaro.fr qui parlent évidemment d'argent. C'est vrai qu'on se dit que ça demande beaucoup d'argent, tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour financer l'entretien d'une telle propriété ? Le chiffre d'affaires devrait suffire. Je pense que l'État devrait petit à petit, si on trouve la bonne formule pour nous aider en matière de fiscalité. Là, il y a une chose que l'on demande et qui est une chose qui, à mon avis, réglerait beaucoup de problèmes. Je ne sais pas s'ils vont nous écouter des personnes de Bercy, mais on demande à, comme les agriculteurs, pouvoir mettre une partie de nos recettes visites chaque année dans un compte à part qui servira exclusivement pour les travaux. Le problème du monument historique, en fait, c'est qu'il faut qu'on fasse des travaux régulièrement, mais ce sont des dossiers longs à monter, parce qu'il faut beaucoup d'autorisation, c'est normal. On dépend de l'architecte des bâtiments de France. Donc, on est pris par le temps. Donc, on paye des impôts sur une billetterie visite ou sur un chiffre d'affaires à un instant donné. Mais en fait, on a besoin des fonds 2 ans après. Voilà. Ce qu'il faudrait déjà, ça serait une énorme aide de l'État
qui existe déjà pour l'agriculteur, donc on pourrait nous bénéficier de cette même aide. Et on prend une somme sur la billetterie visite, sur le chiffre d'affaires, on la met de côté sur un compte. Comme tous les travaux sont déductibles, de toute façon, ça ne changera rien pour l'État. Mais nous, ça nous permet comme ça de faire une cagnotte. Et cette cagnotte, on y touche tous les 3-4 ans, après avoir eu le temps de bien monter nos dossiers. On aurait ça serait déjà un énorme progrès. Alors, quand on parle d'aide de l'État, et ça ne vous concerne pas forcément vous directement, mais à l'occasion de ces 40e journées du patrimoine, Emmanuel Macron devrait en profiter pour annoncer justement des aides pour la préservation du patrimoine religieux. Ce pourrait être par exemple une souscription nationale à l'image du système mis en place pour financer les travaux à Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative de la part du président de la République ? Bon, je pense que tout ce qui va dans le sens du patrimoine est une bonne initiative. Le patrimoine est indispensable à la France. Je veux rappeler simplement ici qu'on a une balance commerciale de moins 170 milliards depuis 20 ans. Quand vous parlez à des personnes qui travaillent dans la haute fonction publique, vous leur dites qu'on a cette balance commerciale et ils vous disent regardez la balance des paiements. Bon, parce que dans la balance des paiements, il y a le tourisme justement, il y a les visites de châteaux, il y a tout ce que Urtubi fait, ça rentre dans la balance des paiements. La seule chose, c'est que la balance des paiements, elle est aussi à moins 40 milliards. Donc tout ce qui va dans le sens du patrimoine, tout ce qui peut aider le patrimoine à se commercialiser et à faire venir des étrangers, oui, effectivement, il faut aider et c'est une bonne initiative. Quel conseil est-ce que vous donneriez aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, à quelqu'un qui souhaiterait s'élancer dans cette aventure du patrimoine ? D'en parler avec un maximum de personnes qui sont... Moi, si quelqu'un m'appelle et m'expose son projet, sans aucun problème, je réponds, il me laisse un message sur le téléphone d'Urtubi et je rappellerai, peut-être pas dans l'après-midi même, mais voilà, je trouverai toujours le temps de répondre à des questions. Là, le dernier que j'ai eu, c'était une grosse propriété connue du centre de la France qui voulait faire des escape games. Voilà, je lui ai expliqué que les escape games c'était très bien, mais que ça marchait surtout le week-end, il fallait être à côté d'une grosse agglomération, donc tout dépendait du nombre de personnes qu'il avait avec des entreprises, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ce qu'on appelle des team building, et tout ça, il faut en parler. Chaque monument est un cas particulier parce que chaque monument est dans une zone déterminée, avec un marché déterminé. Et en revanche, il faut bien interroger tout le monde et demander à des personnes qui, comme moi, font le boulot depuis 25 ans, exactement ce qu'on en pense. Il ne faut pas hésiter à se faire aider et conseiller. On a une association qui s'appelle la Demeure Historique, qui est très très bien pour ça. Il y a des fiscalistes excellents, il y a une entraide et on peut échanger sur tout. Et je pense qu'il faut aussi que ces personnes s'inscrivent à la Demeure Historique. Merci beaucoup Laurent de Coral. Je vous lis ces deux commentaires pour terminer qui arrivent sur le chat du Figaro.fr en acte 12 qui nous dit « J'éprouve un profond respect pour ce monsieur pour transmettre son patrimoine ». Et puis Christian Léon Toussaint qui nous donne son témoignage « J'ai moi-même rénové une propriété de 14 000 m² de toiture. Ça donne une idée, c'est une merveille de 7 ans de travaux ». Voilà pour ces témoignages. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup Laurent de Coral d'avoir été avec nous dans Point de vue. Vous êtes donc le propriétaire du château d'Urtubi dans le Pays Basque et on vous souhaite bien sûr d'excellentes journées du patrimoine en espérant que les Français répondront présent. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, on continuera de parler patrimoine, on parlera également littérature mais également guerre de l'énergie. Pour en savoir plus, je vous donne bien sûr rendez-vous dans Point de vue. Excellente journée sur Le Figaro.